Je vais vous parler pas forcément de ma trajectoire, parce que ça prendrait du temps et qu'il faut aller directement au point, mais plutôt de mon deuxième projet de livre et de comment ma résidence ici à l'IMERA, dans le cadre de l'initiative Solidarité musulmane, s'inscrit dans ce second projet de livre. Je pense que je suis politiste, formé à la Continentale, donc plutôt qualitatif. Je fais du terrain, je travaille sur l'Algérie de formation, et mon premier livre, c'est un livre sur la crise en Algérie et sur la politique de la catastrophe en Algérie. Donc comment on peut gérer un pays sur la base d'une catastrophe qui va arriver en permanence. Donc je pense qu'on peut dire que je suis un universitaire de la crise. Puis j'ai grandi dans la crise, comme ça, c'est réglé. Et donc, forcément, il y a la question, est-ce qu'on fait quelque chose de complètement différent pour le deuxième projet, ou est-ce qu'on change d'échelle? Et je pense que je vais changer d'échelle. Et je veux penser dans le cadre de la Méditerranée occidentale, notamment dans le cadre de 3 pays, l'Algérie, la Tunisie et la France. Je serais bien resté en Algérie, mais je ne peux plus y retourner, donc problème réglé. Et pour penser la crise dans ce cadre de la Méditerranée occidentale, et donc je vais faire 2 points théoriques. Il y a un concept qui me semble absolument fascinant, qui a été développé par Fabian Georgi dans un article, j'en ai pas trouvé d'autres traces, mais qui s'appelle Fortress Capitalism. Et c'est un concept d'anticipation de comment penser la désagrégation de nos sociétés qui s'orientent vers une xénophobie sécuritaire, qui se divisent en petites forteresses qui sont en connivence et en compétition, et qui s'orientent vers le contrôle des mouvements de foule, des mouvements révolutionnaires et des mouvements migratoires, pour maintenir des privilèges dans un monde finissant, dans un monde qui se désintègre. Donc c'est une manière de penser, si vous voulez, le stage suivant du capitalisme. Est-ce que c'est un stage qui suit la postmodernité capitaliste? Est-ce que c'est un stage où on est déjà, ou est-ce que c'est un stage qui s'anticipe? De ce point de vue-là, ce projet de recherche, c'est un projet qui va essayer de valider cette hypothèse, ou pas. Bon, je ne suis pas buté. Donc ça, c'est le premier aspect théorique. Le deuxième aspect théorique, c'est que si nos sociétés se fragmentent en petites forteresses, dans ce cas-là, il faut repenser la souveraineté. Une souveraineté qui va au-delà de l'État. Et donc, il y a tout un tas de recherches qui s'intéressent à la souveraineté non étatique, frictionless sovereignty, native sovereignty, fragmented sovereignty, black sovereignty in the US. Et forcément, l'un des angles essentiels de ce travail, c'est de penser la souveraineté au niveau individuel, la souveraineté contre l'État, la souveraineté révolutionnaire, la souveraineté subversive, la souveraineté du migrant qui décide qu'il a le droit de rester en France même si l'État lui dit de sortir. Donc, mon projet, c'est d'étudier des trajectoires d'individus mobiles, le plus souvent binationaux, entre la France, la Tunisie et l'Algérie, qui sont engagés dans des activités subversives et qui, d'une manière ou d'une autre, deviennent des ennemis de l'État. Non pas qu'ils le veuillent forcément, mais ils le deviennent par la force des choses, comme j'ai dit. Tout cela pourrait paraître très théorique, mais en fait, pour le temps de ma résidence ici, je me concentre sur un groupe en particulier. Pour le livre, pour le projet de recherche, il y en aura d'autres, mais je me concentre sur un groupe qui s'appelle Rachad. Rachad, c'est une organisation politique inclassable. Ils ne sont pas un parti politique, ils ne sont pas une association. C'est une organisation qui a été créée entre la Suisse, la France et l'Angleterre par des militants des droits de l'homme, un ancien des services secrets algériens et un ancien président du Front islamique du salut, parti qui a été l'une des victimes principales du coup d'État de 1992 en Algérie. Rachad n'est donc pas un parti politique, c'est un mouvement politique. Ils ne sont pas islamistes selon eux, mais vus comme des islamistes par la totalité des autres acteurs dans le champ politique algérien et en France. Ce sont des gens qui sont qualifiés d'organisations terroristes par l'État algérien, qui sont harcelés en permanence par l'État français. Leur président, Mourad Dina, que j'ai eu la chance d'interviewer, a passé 6 mois en prison en France pour aucune raison, si ce n'est que les services français lui ont dit gentiment « bon, c'est pour faire plaisir aux Algériens, mais vous ne formalisez pas, c'est jamais que 6 mois en prison ». Et donc, bon, la question que je me pose en parlant aux gens de Rachad, c'est qu'est-ce que c'est qu'être un suspect, un ennemi de l'État ou un terroriste quand on n'est pas un terroriste. Mais aussi, j'essaie de comprendre la manière dont eux pensent leur action subversive et comment eux, ils pensent leur relation à des États voyous, la France et l'Algérie.
deux États voyous, deux États aux mains d'une mafia en Algérie et d'un groupe néocolonial en France. En tout cas, c'est la manière dont ils formulent. Je ne dis pas que c'est la vérité, c'est des représentations d'acteurs. Et donc, je vais vous donner deux exemples concrets de ce qu'ils font et ce qui est intéressant pour moi. Par exemple, à la manifestation à République du Hirak il y a 2 semaines, ils ont décidé que les ordres du préfet de permettre à la génération identitaire de manifester dans Paris, mais d'interdire au Hirak de manifester, était une preuve d'action néocoloniale. Et ils ont donc décidé de marcher malgré l'interdiction. Mais marcher tout en se positionnant, si vous voulez, déjà en décidant que cette mesure est exceptionnelle, et déclarer l'exception, selon Carl Schmitt, c'est être souverain, mais aussi en se polissant, en gérant l'interaction avec la police, avec des groupes qui policent les manifestants en Algérie, de manifestants eux-mêmes, qui se définissent comme des gilets orange, en référence à peine transparente aux gilets jaunes français, qui sont incapables de s'organiser, en tout cas selon le point de vue des militants algériens. Premier exemple. Deuxième exemple, l'un des aspects essentiels de leur action en ce moment, c'est de préparer des dossiers pour poursuivre en justice les criminels de guerre au sein de l'État algérien suite aux exactions des années 90. Et l'un des aspects que je trouve très intéressant, c'est qu'ils ont notamment recours à des techniques médico-légales pour comprendre les massacres, essayer de trouver des preuves. Donc il y a tout un travail, si vous voulez, de mise en accusation de l'État que je trouve fascinant. Donc ce sont les choses sur lesquelles je vais travailler ici, dans le cadre aussi donc, de ce projet sur les solidarités musulmanes, qui implique que je comprenne aussi les réseaux de Rachad, parce qu'à Rachad, il y a des militants contre l'islamophobie, il y a des activistes des droits de l'homme, il y a des docteurs, il y a des révolutionnaires, il y a des maisons d'édition qui sont aussi autour de cette nébuleuse. Donc comment comprendre les interactions entre tous ces groupes inclassables, ces groupes suspects, ces groupes subversifs.